Et si jamais tu te demandes, c'est fait par Binge Audio. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur dans le militantisme ? Est-ce que c'est le sacrifice de soi, la riposte des opposants, ou bien les groupes eux-mêmes ? Dans le premier entretien de cette plongée dans les eaux troubles des luttes révolutionnaires, la sociologue Julie Pagis nous a raconté son enquête sur Fernando, un leader charismatique et mystérieux qui a tissé dans les années 70 une toile d'emprise sur des militants maoïstes. Une enquête qu'elle retrace dans le livre Le Prophète Rouge, paru en 2024 aux éditions La Découverte. Cette histoire, c'est un exemple extrême des mécaniques d'écrasement qui traversent parfois les groupes militants de gauche. Mais d'autres rouages sont moins éclatants, plus camouflés, encore difficiles à identifier. Individualisme, course à la productivité, guerre d'ego, concentration du pouvoir, décisions arbitraires. D'où viennent les traditions sexistes nauséabondes du militantisme de gauche ? Comment analyser les comportements nocifs qui persistent dans nos combats pour l'égalité ? Par quels moyens peut-on contrer ces comportements pour donner envie de prendre part à ces luttes ? Je m'appelle Naomi Titi et c'est parti pour l'épisode 115 des Couilles sur la table, un podcast créé par Victoire Tuaillon. L'invité que vous allez entendre a observé toutes les nuances de ces rapports de pouvoir dans sa propre pratique militante. Elle s'appelle Sarah Durieux, elle est activiste et organisatrice depuis 15 ans. Ça veut dire qu'elle accompagne des groupes militants pour les aider à se coordonner. Pendant 10 ans, elle a dirigé l'antenne française de la plateforme de mobilisation change.org et elle s'est investie dans plein d'ONG, des collectifs, des campagnes féministes, écolos ou antiracistes. Par exemple, en 2023, elle a contribué à lancer l'initiative citoyenne Ma Voix, Mon Choix pour un accès libre et gratuit à l'avortement partout en Europe. Pour tenter de remédier à la culture de domination qui persiste dans ces groupes, elle a écrit ce livre, Militer à tout prix, ? Pourquoi nos collectifs nous font mal et comment les soigner. C'est paru aux éditions Hors d'Atteinte en février 2025. Dans cet essai très riche et très documenté, elle analyse ce qui fait imploser les luttes de l'intérieur, toute cette violence qu'on ne parvient pas à dépasser alors même qu'on s'efforce de la combattre partout ailleurs. Elle explique que c'est un héritage de notre société masculine, patriarcale et capitaliste que certains militants reprennent à leur actif, et pas seulement des hommes d'ailleurs. Dans ce deuxième entretien sur les dessous de la Révolution, vous allez entendre les pistes concrètes que Sarah Durieux propose pour cesser de militer à n'importe quel prix. Et en fin d'épisode, vous retrouverez Julie Pagis pour un échange entre elles deux et avec le public du festival La Claque Podcast Party qui nous a accueillis pour cet enregistrement. Bonne écoute! Alors, quand je vous ai lu, j'ai perçu quelque chose qui apparaît aussi en filigrane dans le travail de Julie Pagis, c'est la crainte de desservir la cause. Donc c'est quelque chose qu'on entend très souvent, notamment par exemple quand des cas de violence dans les groupes militants sont rendus publics. Donc parler de ça, c'est risquer d'être récupéré par nos ennemis politiques et surtout dans cette période inquiétante de fascisation du monde, ça risquerait de leur donner du grain à moudre en fait. Donc j'ai envie de vous demander pour commencer, comment vous répondez à ça ? Pourquoi est-ce que c'est important de parler de la face sombre, voire violente de nos luttes aujourd'hui ? C'est une très bonne question et ça fait partie de mes grands questionnements dans mon écriture, c'est-à-dire que j'ai eu très peur d'écrire moi-même, à la fois pour les raisons que vous évoquez, mais aussi parce que je me disais, est-ce que ce que je ressens est légitime ? Et je pense que c'est la première étape qu'il faut déconstruire, c'est si on a peur de se parler entre nous, en tant que militants et militantes qui voulons changer la manière dont le monde fonctionne, déjà c'est une première problématique, donc il faut arriver à briser un petit peu cette espèce de chape de plomb. Je pense qu'il y a 3 raisons pour lesquelles c'est important de parler de ça. La première raison, c'est une raison que moi je qualifie
d'éthique politique et de vision politique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire qu'on veut changer le monde, sortir de toutes les dominations et de toutes les violences et continuer à les faire exister dans nos espaces. Il y a presque une espèce d'illogisme, en fait, dans l'idée de faire ça. Et surtout, finalement, en tant que militante et militant, tout ce qu'on fait, mais en tant que personne, contribue à alimenter, en fait, une culture dans nos espaces sociaux. Donc, finalement, lutter contre les dominations, mais les laisser exister dans nos espaces, ça contribue à les renforcer malgré nous. Donc ça, c'est la première raison, c'est une raison un peu de vision politique. La deuxième raison, c'est une raison que moi j'appelle stratégique, c'est-à-dire que si on souhaite que nos espaces militants deviennent massifs, si on souhaite devenir majoritaires et faire avancer nos causes, on a besoin d'avoir des espaces dans lesquels les gens ont envie d'aller. Je pense que ça paraît évident, et pourtant, combien d'entre nous sommes allés dans des réunions militantes où personne ne nous a demandé notre prénom, pourquoi on était là, d'où on venait, ou des espaces militants dans lesquels on avait peur de prendre la parole. Donc tout ça, c'est une vraie question stratégique. Faire grandir nos mouvements, c'est d'abord en faire des espaces dans lesquels les gens sont les bienvenus. Et notamment, si on parle de domination, en fait, on a besoin de lutter contre ce qui exclut les gens de nos espaces sociaux. Et puis la dernière raison, c'est une raison tactique que vous avez évoquée, c'est que finalement, notre opposition, elle n'attend que ça, de trouver les problématiques pour nous attaquer. Et dans tous les cas, elle les trouvera. Donc, est-ce qu'il vaut mieux être la personne qui amène ces sujets, qui est finalement à l'origine de la discussion sur ces sujets et qui prend responsabilité, ou de se mettre en posture de défense, qui souvent, on le voit, nous est quand même défavorable, en particulier vu l'espace médiatique dans lequel on est aujourd'hui? Et justement, c'est un travail que vous déroulez dans votre livre en pointant tous les symptômes du système de domination patriarcale, raciste, capitaliste dans nos groupes militants. Et vous faites ça à partir d'exemples concrets pour proposer des pistes pour éviter ces pièges-là. Donc je vous propose qu'on en passe quelques-uns en revue. Par exemple, l'opposition entre la raison et les émotions. Donc ça, c'est un vieil héritage sexiste de la philosophie, des sciences. Voilà, on retrouve ça partout dans la pensée occidentale. Ce que ça implique, c'est l'idée que les hommes seraient du côté de la raison et les femmes du côté des émotions qui les empêcheraient de réfléchir correctement. Alors ça, à quoi vous l'avez vu dans les logiques militantes ? Alors, dans deux aspects, je dirais dans un aspect plutôt intra-militant, donc la manière dont on s'organise. Donc, une personne qui va arriver dans un espace militant et qui va exprimer ses émotions, on va tout de suite la renvoyer à un problème de logique où elle se laisse déborder par ses émotions. Elle ne pourrait pas avoir une parole politique valable si la personne n'est pas mesurée dans ses propos, calme, etc. Donc ça, c'est un premier élément qui est assez problématique parce que finalement, aujourd'hui, et en particulier, je pense, sur la nouvelle génération militante, on arrive au militantisme peut-être un peu moins des idéologies, comme ce que décrit Julie Pagis, mais plus de l'expérience vécue. Donc forcément, on arrive dans ces espaces chargés aussi des traumatismes qu'on a vécus. Et comme on est autorisé par ce mode de militantisme à faire le lien entre notre intime et notre collectif, bah forcément, on ne va pas forcément toujours pouvoir mettre les formes ou vouloir mettre les formes. Donc la première manière, c'est finalement, dans ces espaces militants, de considérer que ces expressions d'émotion sont des expressions de mauvaise stratégie politique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est finalement dans notre capacité à convaincre autour de nous. En tant que militants et militantes, notre but, c'est quand même, a priori, d'aller chercher des gens qui ne sont pas encore d'accord avec nous ou qui ne savent pas qu'ils ou elles sont d'accord avec nous et de les convaincre. Et finalement, on fait appel beaucoup à la logique, en particulier à gauche. C'est un peu l'héritage des Lumières. Nous, on sait, nous, on est intelligents, nous, on a la logique, encore une fois. Et donc, on va expliquer aux gens à quel point ils n'ont rien compris et que nous, on a tous les éléments et toutes les datas, alors que la plupart des personnes connectent, en fait, et prennent des décisions sur la base de leurs expériences et de leurs émotions. Et ça, c'est des choses qui sont prouvées, en fait, dans les sciences cognitives, c'est que si on nous coupe de la partie émotionnelle de notre cerveau, on prend de mauvaises décisions. Donc ça fait que dans notre discours politique, on va la plupart du temps opposer à l'expérience, à l'émotion, les données, la data, les chiffres. Et donc ça fait qu'en fait, on ne gagne pas. Et ça fait qu'on convainc beaucoup, beaucoup moins que certains mouvements autoritaires qui, eux, ont compris à quel point la connexion avec l'expérience vécue, la connexion avec les émotions, elle est fondamentale pour entrer en fait en interaction et pour accéder finalement aux ressources intellectuelles, je ne sais pas comment le qualifier, des personnes. C'est-à-dire qu'on peut rentrer en conversation à partir du moment où on a créé une connexion. Et donc nous, on a tendance à laisser ça de côté en tant que bons militants de gauche raisonnés et raisonnables. Et du coup, comment on fait pour sortir de ce paradigme raison contre émotion pour que justement ça devienne utile, que les messages qu'on profère pour essayer d'aller chercher du monde puissent atteindre les cibles ?
Alors, je pense que la première chose à faire, c'est déjà, j'aime bien considérer que nos espaces militants, c'est les premiers espaces où on peut tester en fait ces méthodologies-là. Donc, on peut commencer, par exemple, quand on réfléchit à notre stratégie politique ou même au fond politique qu'on veut défendre, à commencer à le connecter aux expériences de vie qu'on a. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de méthodologies qu'on appelle organisation collective, community organizing, mais finalement aussi les méthodes d'éducation populaire, où finalement on ne parle pas de la théorie, on parle de l'expérience vécue, on parle des sentiments qui peuvent être liés à ces expériences vécues pour pouvoir politiser ensuite nos réponses. Donc ça, c'est la première chose, c'est-à-dire est-ce qu'on peut créer des espaces politiques dans lesquels il ne faut pas avoir lu tous les livres maoïstes de la bibliothèque du coin, mais où on peut arriver finalement avec une expérience très concrète qui évoque des émotions qu'on peut convoquer comme un outil politique. Et finalement aussi, pour moi, c'est un outil d'autonomisation politique, d'aider les gens à politiser leurs expériences. Moi, c'est un travail que j'ai beaucoup fait, notamment quand je travaillais chez Change.org, puisque j'étais en lien constant avec des personnes qui lançaient des pétitions et qui se retrouvaient dans des situations qu'ils ne politisaient pas forcément. Et donc, passer de l'expérience intime à la politisation, tout simplement de dire ce qui m'arrive n'est pas ma faute, ma responsabilité, mais le résultat d'un système tel qu'il est organisé, c'est très important. Donc ça, c'est pour la partie intra-militante. Et du coup, faire la continuité avec ce qui se passe en dehors de nos espaces. Moi, j'ai travaillé sur des campagnes, par exemple, de porte-à-porte électorale, où plutôt que de demander aux gens d'arriver avec le programme du parti et de réciter le programme du parti, on s'est préparé en disant pourquoi nous, on est dans cette campagne, pourquoi c'est important pour nous, en quoi c'est en lien avec nos expériences vécues. Et finalement, avoir pu recruter des personnes à la fois pour taper d'autres portes, mais des votants aussi, qui ont joint la campagne sur la base de leurs expériences et sur la base de leurs émotions, plutôt que uniquement sur la base de quelque chose qui, finalement, émane de l'extérieur, plutôt que de leur expérience directe. Un autre aspect que vous relevez comme symptôme de la culture de domination, c'est la productivité, qui se double d'une vision un peu doloriste des résistances politiques. La lutte, c'est dur, c'est comme ça, c'est pour ça que ça s'appelle une lutte d'ailleurs. Ça fait mal, ça fait partie du package. Donc il faut carburer si on veut espérer gagner ces luttes politiques. Alors, cette culture de la productivité et de la lutte, c'est mal, ça sort d'où ? Alors, je pense que je suis sûre que les sociologues ont beaucoup à dire, notamment Julie Padige, sur d'où ça vient cette idée-là. Je pense que l'ancrage finalement du militantisme de gauche, c'est aussi un ancrage ouvrier, et je pense qu'il ne faut pas oublier, et il est important cet héritage, il nous a apporté beaucoup, mais il y a aussi cette idée de la productivité et finalement de la valeur du militantisme qui est liée à ce qu'on peut amener avec son corps en particulier au départ. Je pense que ça vient aussi d'une idée que finalement, pour moi, c'est aussi un héritage religieux, que finalement, si on souffre pas, si on ne se flagelle pas, finalement, l'effort n'est pas réel. Moi, j'ai eu très, très souvent des commentaires de gens qui me disaient « Oui, mais signer une pétition, c'est bien trop facile. » Et pour moi, je disais « C'est génial, en fait. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas les ressources financières, émotionnelles, physiques pour le faire, et donc qui peuvent le faire. » Donc, ça vient un peu cet héritage de si c'est valable, ça doit prendre du temps. Et aujourd'hui, je trouve en particulier qu'on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'une personne qui ne produit pas du contenu militant en permanence n'est pas un vrai militant, et donc ce n'est pas valable, et donc n'est pas politisé, etc., etc. Donc on reproduit en fait cette idée que la productivité, elle est facteur de politisation. On est productif, on est politisé, mais elle est aussi facteur d'efficacité. Donc plus on produit, et mieux c'est. Et ça, c'est hérité de toute la culture capitaliste qui nous a dit qu'en tant que corps humain, nous n'avons de la valeur qu'en fonction de ce qu'on peut produire, à quelle vitesse aussi, ça c'est un élément très important, et donc on va reproduire ça aussi dans le militantisme. Et moi, ce qui m'a toujours étonnée, c'est que on n'a jamais eu de conversation dans des espaces militants dans lesquels j'étais, même des espaces très à gauche qui questionnaient les modèles productifs sur la productivité militante, et que finalement, c'est plutôt venu d'espaces féministes ou antiracistes, plutôt que d'espaces de gauche qui travaillaient sur les questions par exemple, de droit du travail, de conditions de travail, et ça m'a toujours étonnée en fait que ce questionnement-là ne soit pas plus présent. Et dans cette question du temps aussi qu'on passe dans les luttes, vous parlez de la possibilité de re-questionner les formes de bénévolat, enfin jusqu'où ça va, parce que finalement s'engager dans une lutte, si on veut pouvoir se sentir utile, mais ça aussi ça se questionne, on doit y passer du temps qu'on passe pas à pouvoir gagner notre vie. Donc ça aussi, il y a une forme d'inégalité dans cette possibilité-là d'accéder aux luttes et d'être actif dedans.
Absolument, et je pense que justement sur une critique de classe, on peut reprendre l'exemple qu'il y a dans Le Prophète Rouge, sur les personnes qui vont être dans les espaces politiques en général plutôt de milieux aisés. C'est tout simplement en fait la reproduction d'un système sociologique où sociologiquement les gens qui ont du temps, les gens qui ont des ressources sont des gens qui sont plus de classe aisée que de classe populaire, parce que des personnes de classe populaire vont avoir peut-être un travail qui leur prend plus de temps, des gens qui ne vont pas avoir la possibilité d'avoir de garde d'enfants par exemple, si je prends uniquement ces exemples. Mais je pense qu'il faut aussi le croiser avec d'autres questions, et moi je parle beaucoup de validisme en fait dans le livre, comme en fait une grille de lecture qui nous permet de comprendre aussi que la productivité militante, elle se fait aux dépens de l'inclusion des personnes qui n'ont pas les mêmes capacités cognitives, physiques ou émotionnelles. Et je pense que c'est important qu'on replace ça en fait dans nos espaces, parce que j'entends beaucoup la musique de si tu n'es pas actif, si tu ne fais pas, tu n'es pas valable politiquement, en particulier en ce moment. Et je pense qu'au contraire, il faut prendre le contre-pied et se dire comment est-ce qu'on fait en sorte que chaque personne puisse, à hauteur de ses possibilités, avoir une contribution sans juger de la valeur de cette contribution à la sueur que cette personne aura laissée derrière. Petite précision ici. Quand on parle de validisme ou de capacitisme, c'est pour désigner le système d'oppression subi par les personnes handicapées. Il existe une organisation sociale construite par et pour les corps valides, où l'on considère comme inférieures toutes les personnes qui ne correspondent pas aux normes médicales d'un corps dit en bonne santé. Cette dévalorisation justifie leur discrimination et justifie aussi qu'on oublie de penser à elles et eux. Par exemple, dans le cas du militantisme, Sarah Durieux explique que c'est un biais validiste d'exiger une productivité sans limite, sans penser aux besoins et aux réalités quotidiennes des personnes handicapées. Pour en savoir plus sur les luttes anti-validistes, vous pouvez consulter le site du collectif féministe Les Dévalideuses. Et surtout, vous l'avez souligné, ce qu'il y a de contre-intuitif en plus avec cette exigence de productivité, c'est qu'à force de rechercher ça, on s'épuise. Vous-même, vous témoignez dans votre livre du burn-out militant que vous avez fait. Donc, si on épuise les gens, on vide nos rangs. Oui. Exactement. En fait, on ne réalise pas, vous disiez en introduction qu'il y a 22 millions, je crois, de bénévoles. Ça serait intéressant d'avoir des données sur le renouvellement, en fait, des militants dans les espaces, qu'ils soient d'ailleurs politiques, associatifs ou syndicaux. Moi, j'entends beaucoup dans des militants qui sont on va dire des néo-militants, donc des gens qui sont récemment engagés dans les espaces féministes, dans les espaces antiracistes, dans les espaces climat, mais aussi dans certains partis politiques, qu'il y a beaucoup de désaffection, c'est-à-dire des gens qui viennent un an, qui sont à fond et qui partent, en fait, justement, épuisés. Et donc, on a cette nécessité de faire grandir nos mouvements. Et si on ne peut pas garder les gens, ça pose une vraie question. D'abord, une question d'efficacité stratégique, puisqu'on a besoin d'être plus nombreux. Et aussi, tout simplement, si la gauche, c'est le camp de l'émancipation, et c'est les camps de l'émancipation politique, est-ce qu'on crée les conditions pour que les gens puissent continuer à s'émanciper ou qui se crament pour finalement se retrouver désengagés politiquement parce qu'en incapacité de le faire, vu l'intensité de ce qu'ils ont vécu. Comment on peut lutter du coup contre ces mécaniques-là ? Est-ce que vous avez des exemples précis qui vous ont inspiré ? Oui, absolument. Alors, j'ai beaucoup de mauvais exemples. C'est toujours difficile de trouver de bons exemples, mais je pense que souvent, quand on parle du livre et de burn-out militant, les gens me disent « Oh, qu'est-ce qu'on peut mettre en place de soins ?» Comme si c'était une couche qu'on pouvait rajouter et tout irait mieux. Et je fais souvent la comparaison avec ces entreprises de la Silicon Valley qui traînent les gens hyper mal et qui mettent des tables de ping-pong. Donc, on est content d'avoir une table de ping-pong et de baby-foot, mais en gros, on peut quand même être viré du jour au lendemain sans explication. Donc, dans les espaces militants, c'est exactement la même chose. En fait, pour contrer cette culture de violence qui exclut les gens, en fait, il suffit pas d'avoir une couche de gentillesse. Il faut poser la question de la stratégie et de l'organisation interne. Et donc, finalement, la réponse, pour moi, elle est avant tout stratégique et elle est surtout intra-militante et inter-organisation. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des stratégies communes, on a besoin de travailler en coalition, parce que tout simplement, si on se partage le travail, c'est beaucoup plus efficace, ça nous crame moins. Donc si on a des organisations qui travaillent sur des aspects particuliers de notre objectif politique, si on est précis sur ce sur quoi on se concentre et qu'on le fait en coordination avec d'autres organisations qui le font sur d'autres aspects, déjà on gagne beaucoup d'énergie. Et puis après, en interne, être capable de se mettre des objectifs, en fait, tout simplement. Comme vous le disiez, le fascisme, il est bien là et il restera, en fait, tant qu'on ne se sera pas organisé de manière à résister sur le long terme. Donc on a besoin d'accepter que oui, il y a une urgence et en même temps, on ne répond pas à l'urgence par un fonctionnement qui crame les gens. C'est complètement inefficace politiquement et c'est extrêmement dangereux, forcément, pour nos démocraties.
Bon, il y a un autre symptôme de la culture domination que Julie Pagès a très bien mis en avant dans son livre Le Prophète rouge, c'est la place des égos et la concentration du pouvoir aux mains de ceux qui auraient un leadership naturel. Est-ce que vous avez vraiment perçu cette domination charismatique de cette manière-là dans vos expériences militantes ? Absolument. Et d'ailleurs, je tiens à dire qu'il y a des exemples dans l'espace politique partisan, mais il y a aussi beaucoup d'exemples dans les espaces informels et collectifs informels. Et c'est d'autant plus difficile finalement à prendre en charge qu'il n'y a pas vraiment de structure établie. Et donc, il n'y a pas forcément d'espace pour à la fois mettre en place des process, mais aussi pour tenir les gens responsables. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu partout. J'ai eu la chance de travailler à la fois avec des collectifs locaux extrêmement petits jusqu'à des ONG internationales, et en fait on retrouve exactement les mêmes mécanismes. D'ailleurs je le discute dans le livre sur ce charisme, et j'adore l'idée de domination charismatique. Finalement c'est la reproduction encore une fois de privilèges sociaux qui sont attribués à certaines personnes qui vont avoir la capacité à s'exprimer plus facilement, à prendre la parole, à prendre du temps aussi. On en revient à la question de qui est plus souvent présent prend du pouvoir aussi dans les espaces. Donc ça oui, en effet je l'ai vu, et ce qui est intéressant et ce que je discute, c'est finalement, et c'est un peu un livre de Normande honnêtement, parce que j'arrête pas de dire oui mais en même temps ça c'est bien, mais ça c'est pas bien, mais bon, trouver l'équilibre. En même temps on a besoin de leadership dans les espaces militants, c'est-à-dire que c'est dur et c'est compliqué de rester mobilisé, donc avoir des personnes dans nos espaces qui nous remettent de l'énergie et qui nous donnent envie de repartir, c'est important. La question c'est qui sont ces personnes et quel pouvoir elles détiennent, parce que quand elles détiennent à la fois ce pouvoir symbolique de mobilisation et en même temps pouvoir de décision, pouvoir aussi d'évincer les personnes qui ne sont pas d'accord avec elles, c'est extrêmement dangereux. Donc les exemples, je pense, sont assez nombreux. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est souvent considéré comme quelque chose... Enfin, ce leadership, il est considéré encore une fois comme naturel, alors que pour moi, il est la résultante de facteurs sociaux, mais c'est aussi quelque chose qui s'apprend. Et en fait, beaucoup du travail que font les community organizers, comme on les appelle, les organisateurs de communauté, c'est de développer le leadership collectif, c'est-à-dire de trouver des moyens que cette capacité de mobilisation, elle soit pas le fait d'une seule personne, mais le fait de nombreuses personnes dans le groupe. Et donc, pour moi, c'est le cœur de la lutte contre les dominations dans les espaces militants, c'est remettre au cœur la responsabilité collective, le pouvoir collectif, parce que ça permet justement d'éviter les abus de pouvoir qui sont souvent liés à ces leaderships, entre guillemets, charismatiques. Et vous parlez aussi, vous citez l'autrice et militante américaine Starhawk, qui parle de leadership émancipateur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Absolument. Donc Starhawk, elle a beaucoup travaillé sur ce sujet que je trouve assez intéressant. C'est de dire, finalement, on peut reconnaître que certaines personnes, de fait, ont un bénéfice, entre guillemets, qui leur a permis de développer ce leadership, et que l'idée, c'est plus de leur permettre de transformer ce pouvoir, entre guillemets, en un pouvoir émancipateur pour les autres personnes. Donc c'est finalement le lien avec ce que je disais de comment on crée du collectif. C'est-à-dire qu'en tant que personne qui est leaduse dans un collectif militant, notre première question, c'est comment est-ce qu'on donne du pouvoir et comment est-ce qu'on aide à émanciper d'autres personnes. Et ça, c'est souvent quelque chose que je pense on oublie dans les espaces militants. On pense que la personne charismatique, c'est la personne qui est uniquement porte-parole. Je pense que la personne charismatique, c'est un coach. Pour moi, c'est un coach aussi en interne. Et donc, c'est une personne qui a pour responsabilité de s'assurer que toutes les personnes dans son groupe trouvent en fait cette capacité d'autonomisation politique. Et ce leadership émancipateur, il est aussi possible uniquement s'il est réfléchi et discuté collectivement. Ça peut pas être une personne qui, tout d'un coup, comme le prophète rouge décide, qui va attribuer le pouvoir à certaines personnes. C'est quelque chose qu'on discute collectivement. Et donc, on utilise les ressources dans notre groupe dont on dispose. Et parfois, ce leadership émancipateur, c'est une des ressources qu'on peut amener dans nos espaces. Vous parliez beaucoup des collectifs dans lesquels ces leaderships-là sont plus faciles à mettre en avant ou à mettre en place parce qu'il n'y a pas de structure. Mais quand c'est le cas inverse de collectifs, de groupes, de partis structurés avec quand même un leadership, est-ce qu'on peut imaginer par exemple que ça tourne en fait tous les 2 ans, la présidence ou le porte-parole bouge? Je crois pas que ce soit le cas dans toutes les organisations finalement. Absolument pas, c'est pas le cas dans toutes les organisations, mais c'est quand même finalement assez intéressant parce que c'est quand même une méthodologie qui est utilisée depuis toujours et dans beaucoup d'organisations. Donc je pense qu'il y a des organisations qui n'ont pas volonté non plus à mettre en place ce mode de fonctionnement. Il faut savoir que ce mode de fonctionnement, c'est aussi du travail supplémentaire. C'est-à-dire qu'en fait, quand on change de leadership, il faut aussi qu'il y ait une capacité de passation entre les leaders. Sauf que si on construit une organisation qui déjà, en fait, dans sa manière de fonctionner, fait en sorte que le pouvoir soit partagé, finalement, le changement de leadership, il est aussi possible. Moi, je parle beaucoup dans le livre aussi des leaderships alternatifs qui sont pas
pas forcément hiérarchiques. Et je pense que ça encore, si on fait un retour sur la question des masculinités, finalement, le modèle hiérarchique, le modèle du père qui va s'occuper de la famille et tout bien organiser, comme le père de famille, le père du mouvement, va être capable de décider. On a la possibilité d'avoir d'autres types d'organisations collectives. Il y a des modèles comme la sociocratie, par exemple, qui permettent de prendre des décisions de manière beaucoup plus décentralisée, avec des cercles de responsabilité qui sont multiples. Donc, je pense vraiment qu'il faut sortir de cette vision du leadership qui serait forcément une personne unique. Et l'idée de faire changer la personne, c'est bien. Je pense que c'est intéressant. Mais peut-être que si on veut aller encore plus loin, on peut se poser la question de, finalement, est-ce qu'on a besoin d'une seule personne à une tête de l'organisation pour que ça fonctionne bien? Alors, vous l'évoquez pas dans votre ouvrage, mais j'aimerais qu'on discute quand même de cet aspect-là parce que c'est un problème qui persiste. C'est la gestion des cas de violences sexistes, sexuelles ou conjugales dans les groupes militants. Alors, ces dernières années, il y a eu plusieurs affaires qui ont été rendues publiques, notamment dans des partis politiques. Je pense au cas d'Adrien Quatennens, ancien député de la France Insoumise, qui a été condamné pour violences conjugales, ou encore, je pense aux accusations de violences sexuelles qui auraient été infligées sur 2 femmes par Samir Eliès, qui est un membre du comité Adama qui lutte contre les violences policières. Cette affaire, elle a été révélée par Mediapart dans une enquête signée Estelle Njonjo et David Perrotin. Donc dans ces 2 cas, les réponses des groupes, des collectifs, étaient assez décevantes, voire catastrophiques. Donc vous, j'imagine qu'avec votre expérience, vous avez vu passer plein d'affaires similaires. D'après vous, comment on fait pour aborder correctement au sein du groupe des cas comme ça ? Alors, je pense que c'est extrêmement complexe et j'ai envie de commencer par dire les violences sexistes et sexuelles sont partout, tout le temps, dans tous les espaces. Et commencer par reconnaître ça, c'est se dire que finalement, si on considère que c'est partout, ça veut dire que dans notre espace collectif, ça arrivera forcément. Et si on est capable d'avoir cette humilité, on est aussi capable d'avoir une réponse qui est plus adaptée. Ça, c'est la première chose. En fait, la première chose, c'est d'abord la victime. Je vais commencer par ça. Je pense que quand il y a des cas dans nos espaces collectifs, la première chose, c'est de prendre en charge la victime, c'est-à-dire de lui permettre de se sentir écoutée et en sécurité, et aussi d'entendre la volonté de la victime. Parce que dans les cas de violences sexistes et sexuelles, dans tous les espaces, qu'ils soient familiaux, qu'ils soient professionnels ou militants, en fait, on doit respecter la volonté de la victime. Et je pense que parfois, dans les espaces militants, on est tellement investi de notre mission de lutte, en particulier contre les violences sexistes et sexuelles, qu'on va pas forcément respecter le choix de la victime. Et ça peut être extrêmement problématique parce qu'on le sait, en fait, en tant que victime, on n'est pas forcément prête ou prêt à parler aussi facilement et aussi rapidement que les gens autour de nous le voudraient. Une fois qu'on a fait ça, qui est quand même la première chose, je pense que documenter, c'est très important. Et donc, pour ça, il faut recueillir bien sûr la parole de la victime, mais aussi des personnes qui font partie du groupe et qui auraient pu être soit victimes, soit témoins. Et ensuite de travailler justement à une prise en charge en fonction de la situation. Et moi, j'aime bien dire qu'il faut imaginer de prendre en charge la situation avec 3 critères. Le premier, c'est est-ce que la personne autrice de la violence, elle est en position de pouvoir dans nos espaces militants. C'est-à-dire, est-ce qu'elle a du pouvoir médiatique, est-ce qu'elle a du pouvoir de décision, etc. Parce qu'on ne traite pas de la même manière une personne qui peut décider de virer tout le monde et une personne qui est un militant lambda. Deuxième élément qui est très important, c'est vraiment de se poser la question de est-ce que la personne, en fonction de l'enquête qu'on a fait, est-ce que c'est la première fois ou est-ce que finalement c'est le premier signalement? Parce qu'encore une fois, il faut traiter différemment ces questions-là. Et je pense que si on est dans une idée de transformation, les personnes qui exercent des violences, il faut qu'on leur permette tout de suite de comprendre la gravité de leurs actes et de changer. Et donc, je pense qu'il y a des stratégies différentes avec des personnes qui récidivent et des personnes qui le font pour la première fois. Et puis, la dernière question qui est aussi assez fondamentale, c'est la reconnaissance de la culpabilité. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé avec beaucoup de personnes qui voulaient travailler, par exemple, sur des logiques de justice réparatrice ou transformatrice, où en fait, on va travailler sur autant l'auteur de l'acte que sur la victime. Et en fait, la problématique, c'est que si la personne ne reconnaît pas, on peut se retrouver à nouveau dans des logiques d'emprise, de domination, dans des médiations. Et ça, il faut absolument l'éviter. Donc la première chose, c'est est-ce que l'auteur reconnaît les faits? Et donc en fonction de ça, on peut s'adapter. La dernière chose que je voudrais dire, c'était que finalement, la prise en charge des violences sexistes et sexuelles dans les collectifs, ça ne doit pas être uniquement le fait de la personne qui gère le dossier, de la victime et de l'auteur. On a la nécessité de comprendre que c'est
le résultat d'une culture collective. Et je pense qu'on le voit très bien dans l'exemple du livre de Julie Pagis. En fait, c'est parce qu'il y a les conditions dans le groupe pour que les violences s'exercent que ça peut se faire. Donc, beaucoup des réflexions, notamment, je pense à Gwenola Ricordo, qui travaillait sur la question de la justice transformatrice, dit qu'il faut désindividualiser la question de la violence et considérer que finalement, c'est le résultat d'une dynamique collective. Et c'est pour ça qu'il est important dans nos collectifs, pas uniquement de traiter les cas spécifiques, mais de se poser la question, en fait, dans le groupe, quelles sont les conditions qui permettent ces violences. C'est ça, qu'est-ce qui a fait que ça a pu arriver? Exactement. Et quelle responsabilité a aussi le groupe dans le fait que ça puisse advenir? Absolument. Et d'ailleurs, souvent, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que les personnes du groupe qui pourraient être considérées comme responsables car témoins ont tendance à se taire de peur de dire les mauvaises choses. Et nous, on a besoin de les encourager justement à se dire « tu vas pas être pointé du doigt comme la personne autrice de la violence. Par contre, ta contribution à la résolution, elle est fondamentale. » Et je pense que c'est pour moi la question des violences sexistes et sexuelles, c'est celle-là, c'est comment est-ce qu'on amène les gens à la reconnaissance et à l'humilité. Et je pense que des stratégies parfois de call-out peuvent être contre-productives. Le call-out, c'est-à-dire le fait de rendre public une dénonciation, ça se fait beaucoup sur les réseaux sociaux et du coup ça peut prendre de grosses ampleurs qui dépassent de loin le groupe concerné. Et ce que vous dites, c'est pas forcément une bonne solution, c'est ça? Alors, encore une fois, je reprendrai ma grille de est-ce que la personne a du pouvoir, est-ce que c'est la première fois et est-ce qu'elle nie? Donc je pense que par exemple, vous prenez l'exemple d'Adrien Quatennens, c'est une personne qui a énormément de pouvoir, c'est une personne qui a priori a été violente plus d'une fois et en plus c'est une personne qui a nié, en tout cas au départ, ses actes. Donc pour moi, le call-out, notamment dans nos espaces militants et politiques, quand c'est des personnes qui ont un tel degré de pouvoir médiatique, politique, etc., ça s'impose parfois. Et d'ailleurs, la médiatisation, c'est aussi un moyen de protéger les victimes. Parce que les victimes peuvent être à nouveau attaquées quand elles commencent à parler. Par contre, je pense que je reprends mon exemple du militant lambda qui arrive dans un groupe, qui peut-être n'est pas conscient aussi des violences qu'il inflige. Moi, je pense que faire un call-out, ça pousse la personne à être plutôt justement dans un mécanique de défense. Et donc, on le voit d'ailleurs, toutes les sciences cognitives, pas uniquement sur les questions de violences sexistes et sexuelles, nous montrent que les gens qui se sentent attaqués vont avoir tendance à se replier dans une position de défense. Et donc, le changement, en fait, si vraiment on considère que les VSS sont partout, on a besoin de changer en fait la culture et on a besoin d'avoir une posture d'humilité, de curiosité, de compréhension de la part des auteurs. Et donc, je pense que le call-out, dans ces cas-là, peut être contre-productif. Alors, tout ce que vous décrivez dans votre livre, vous l'avez vous-même traversé dans les groupes dans lesquels vous avez milité et vous le racontez, ça vous a beaucoup abîmé. Alors, qu'est-ce qui vous fait tenir ? Honnêtement, avoir écrit ce livre, ça m'a aidé à reprendre du poil de la bête. Je pense que ce qui me fait tenir, justement, c'est que ce livre, mais aussi toutes les conversations que j'ai eues pendant l'écriture du livre et maintenant que le livre est sorti, me font imaginer quand même un nouveau militantisme. Et pour moi, c'est fou parce que quand j'entendais Julie Pagis et les mécanismes qu'elle décrivait, je me disais, mais c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, en fait. Alors bien sûr, là, il y a un niveau de gravité extrême, mais quand j'entends les mécanismes d'emprise, les mécanismes d'autocritique jusqu'à l'excès, jusqu'à la violence, c'est des choses aujourd'hui qu'on voit et je me dis, il n'est pas possible qu'on milite encore comme des maoïstes dans les années 70. On est en 2025 et on peut imaginer en fait un autre militantisme. Je crois vraiment que si on est capable en tant que féministe d'imaginer un monde différent, sans violence sexiste et sexuelle, on peut imaginer un militantisme sans violence, sans exclusion, qui ne sera pas moins radical. Au contraire, pour moi, qui sera beaucoup plus radical, parce qu'il ira, pour le coup, au fond, à la racine des problèmes. Et changer la manière dont on milite, c'est aussi changer la manière dont les gens nous voient, et en tant que militant de gauche. Et je pense que c'est aussi, encore une fois, une question stratégique importante dans cette période pré-fasciste. Avant qu'on passe la parole au public, est-ce que vous voulez bien nous recommander une œuvre d'art ? Alors moi, j'ai beaucoup eu de mal à réfléchir à une œuvre d'art parce que je me posais la question de l'art considéré comme légitime ou non. Et du coup, le cœur de mon livre, c'est aussi comment est-ce qu'on fait ensemble, comment est-ce qu'on crée des coalitions, même quand on a des ressources différentes. Et donc, j'aime beaucoup l'esthétique des manifestations ces derniers temps. Et j'ai trouvé que notamment, ce qui s'est passé, et pour moi qui illustre bien ce lien entre les luttes, c'est le camion de la CGT avec MC Danse pour le climat et le mouvement Planète Boum Boum qui font une chanson Retraite Climat, même combat. Et donc, cette nouvelle forme d'art dans le militantisme et dans la mobilisation, pour moi, il est aussi intéressant parce qu'il fait le lien entre des pratiques militantes anciennes et des pratiques militantes, on va dire, plus modernes. Et ça, je trouve que c'est une très belle œuvre d'art.
C'est juste une contribution culturelle sur l'œuvre d'art. C'est qu'il y a un film en ce moment que je vous encourage à voir qui s'appelle Marco. C'est un film espagnol et qui parle exactement du sujet que vous avez évoqué. C'est un militant espagnol qui a été en fait un imposteur, mais qui a pendant près de 40 ans, grâce à son charisme de militant, qui a porté une lutte sur les déportés dans les camps de concentration des Espagnols. Le film est actuellement à l'écran, il s'appelle Marco, et ça démontre extrêmement bien, de manière documentaire, alors que c'est une fiction, ça démontre extrêmement bien tous les mécanismes que vous avez abordés, notamment dans la première partie sur le plan sociologique. Donc, voilà. J'ai hésité à citer comme œuvre d'art le livre en fait dont est tiré ce film qui s'appelle L'Imposteur, qui est le livre d'un auteur espagnol que j'aime beaucoup, Javier Cercas. Et en fait, c'est une histoire vraie et ce livre est effectivement fascinant et je l'utilise dans Le Prophète Rouge puisque cet Enrique Marco est un imposteur qui s'est fait passer pour un rescapé des camps de Buchenwald et qui, pendant des décennies, est devenu président des anciens déportés de Buchenwald, qui faisait des témoignages, etc. Et il a été démasqué au début des années 2010 par un historien. Et donc, effectivement, pour comprendre, articuler charisme et imposture, quand j'ai lu L'Imposteur, j'ai trouvé ça effectivement assez fascinant, les parallèles que je voyais avec le cas de Fernando. Mais alors voilà, ça fait plusieurs personnes qui me parlent de ce film et j'ai pas encore eu l'occasion d'aller le voir. Bonjour et merci beaucoup. Je ne l'ai pas vraiment préparé, mais moi, ce qui m'interpellait entre les deux parties, c'était le rapport à la violence des militants. Et je me suis posé la question, voilà, si à l'époque maoïste, en fait, il n'y avait pas aussi une apologie de la violence quelque part entre les lignes, et si c'était pas vraiment à cet endroit-là que se faisait en fait la transition et un héritage qu'on ne veut pas et où on bute un peu aujourd'hui parce qu'on en a quand même hérité de cette violence-là, quoi. Notamment dans les milieux militants et dans l'idéologie en fait où à un moment donné il faut le passage à l'acte et le passage à la violence. Et du coup, on n'interroge pas nos violences internes parce que elle est dans notre corps, en fait, de militants. Oui, tout à fait. Mais du coup, je pense que ça fait le parallèle aussi avec ce que disait Sarah tout à l'heure, je pense, sur l'ascétisme militant qu'on retrouve aujourd'hui et les racines religieuses de certaines pratiques militantes et l'idée que plus on souffre, plus on s'approche du vrai et que pour s'élever vers une forme de pureté militante, en fait, tous ces sacrifices qu'ils font les uns après les autres, évidemment, ils ne les vivent pas comme des renoncements. Ils les vivent comme des étapes, une douleur nécessaire pour devenir meilleur sur le chemin de la libération. Donc, en fait, ce truc-là, qui était présent dans le maoïsme, on peut le retrouver. Il n'est pas lié à l'idéologie maoïste, j'ai envie de dire, malheureusement, parce que j'ai l'impression qu'on ne peut pas s'en débarrasser aussi facilement, puisque, comme le disait Sarah, j'ai l'impression qu'on retrouve ce truc-là aussi de la quête de radicalité qu'on a pu connaître dans les milieux militants actuels. Ouais, et pour compléter sur un aspect plus intime, parce que dans le livre, ce que j'essaye aussi, c'est de faire le lien entre réflexion systémique et expérience individuelle, donc presque un lien entre psychologie et sociologie, même si je suis absolument pas sociologue comme Julie. Et je pense que, en fait, en tant que personnes qui subissent de la violence, beaucoup de personnes qui sont engagées sont des gens qui ont subi de la violence, et donc en fait, on peut reproduire en fait la violence qu'on subit. Hein. C'est extrêmement difficile finalement de faire paravent entre ce qu'on reçoit et ce qu'on peut donner. Donc je pense qu'il y a un mécanisme aussi comme ça qui se met en place, qui est aussi extrêmement présent en ce moment. Et d'ailleurs, il y a une militante qui s'appelle Sarah Schulman, qui a écrit un livre qui s'appelle Le conflit n'est pas une agression, c'est extrêmement intéressant parce que justement, elle dit que finalement, les personnes qui ont été victimes de violence ou de domination, qui sont des personnes issues de groupes minorisés dominés, sont des personnes qui ont, du fait de leur traumatisme, beaucoup moins de résistance à la violence et donc presque une tendance à être beaucoup moins dans la complexité ou voire même le refus en fait de la compréhension de l'autre. Et c'est pas du tout un jugement de valeur, en fait, c'est presque un mécanisme compréhensible, mais je pense que ça crée des choses. Et moi, j'ai beaucoup vu ça dans le militantisme, où finalement, des personnes qui, depuis des années et des années et des années, prennent de la violence, qu'elle soit raciste, sexiste, validiste, et à qui on dit non, mais il faut être sympa. En fait, on n'a pas envie d'être sympa. Et donc, pour moi, la question, c'est plus comment on crée des espaces dans lesquels cette violence, on peut aussi la déposer, et donc on la dépose pas contre nos camarades, mais plus dans des espaces où on la politise, et du coup, on peut la transformer en de l'action efficace. Et pour rebondir là-dessus, du coup, en t'écoutant, je me dis que, notamment dans toutes les réflexions actuelles sur les rapports de domination adulte-enfant,
Je pense qu'il y a cette question-là, en fait, pour avoir beaucoup travaillé sur l'enfance et la socialisation, c'est très vrai qu'en fait, tant qu'il y aura une domination adulte dans les formes les plus violentes qui existent, on la retrouvera, en fait, puisqu'une socialisation précoce à la violence peut nourrir des dispositions à la violence, comme tu viens de le dire. Et donc, effectivement, je pense que c'est une question, comme pour beaucoup de choses, d'éducation précoce. J'ai une question pour Sarah. Comment on fait dans des organisations dysfonctionnelles qui ont un but louable et une finalité sociale, environnementale forte pour que quand on dénonce ces violences-là, les personnes qui les ont commises puissent être écartées, mais la finalité et la structure puissent perdurer? Justement, je pense que se contenter d'écarter les personnes, ça répare pas la structure. Et on revient à la discussion qu'on avait sur le fait qu'il faut que ça soit quelque chose de considéré comme collectif. Et je crois que le plus important, c'est de faire de la prévention, entre guillemets. Alors parfois, il est trop tard. Et moi, j'ai des exemples d'ailleurs que je cite dans le livre d'organisations qui ont décidé d'arrêter simplement parce qu'ils étaient arrivés à un niveau de violence interne qui était trop important pour pouvoir le résoudre. C'est notamment une organisation anglaise qui s'appelle Campaign Bootcamp. Et elles ont tout un rapport d'ailleurs qui est disponible sur Internet. Je vous invite vraiment à le lire, c'est intéressant. En fait, ils expliquent toutes les erreurs qui ont été faites, qui les ont poussées à ce moment-là. Donc d'abord, ne pas hésiter à dire que finalement, nos organisations, c'est juste des marques et qu'en fait, on peut aussi décider qu'on arrête ces organisations pour les reconstruire mieux. Après, si on a la possibilité de changer, je pense qu'il faut justement faire du temps pour l'apprentissage de qu'est-ce qui s'est mal passé. Je prends un exemple, la Primaire Populaire, qui est une organisation militante qui s'est mobilisée autour des élections en 2022 et ensuite en 2024, a fait tout un travail, il y a eu beaucoup de violence dans ce groupe-là, et donc a fait tout un travail de documentation de ce qui s'était passé, et aujourd'hui est encore en fait en cours de prise en charge interne des violences qui ont lieu. Et je pense que c'est important de le faire dans tous les cas, pas uniquement pour réparer son organisation à soi, mais pour prévenir, parce qu'en fait, les gens dans les organisations, ils vont bouger dans d'autres organisations. Donc si on exclut une personne, elle va aller militer ailleurs. Et finalement, en fait, c'est comme de se dire qu'on exclut une personne qui a fait des violences sexistes et sexuelles. En fait, est-ce que la prison, c'est suffisant pour éviter les récidives? Non. Et je pense que dans les milieux militants, l'exclusion, c'est pas la réponse à la réparation. Donc, en gros, voilà à peu près ma réponse rapide. Ça rejoint un peu cette dimension de travail interne, de lutte contre les formes d'emprise et de domination. Mais justement, à côté de ça, comment on peut avoir un débat public apaisé avec les organisations où il y a ces phénomènes-là qui se produisent? Je pense à ce qui s'est passé récemment autour de la France Insoumise et l'enquête journalistique La Meute, où on voit qu'il y a un refus total des sollicitations médiatiques, donc il n'y a même pas de réponse en fait à toute cette enquête-là. Et donc comment on fait pour entraîner, en tout cas avoir un débat public apaisé autour de ces questions-là avec les organisations concernées? Alors petit rappel du contexte. Quand cet auditeur parle de La Meute, il fait référence à un livre écrit par les journalistes Charlotte Belaïch et Olivier Perroux qui est paru chez Flammarion en mai 2025. C'est une enquête sur le fonctionnement du parti politique de gauche La France Insoumise, créé et dirigé par Jean-Luc Mélenchon depuis 2016. À sa publication, ce livre a créé un grand emballement médiatique, alimenté par des figures de droite et d'extrême droite, mais pas seulement. La plupart des cadres de LFI y ont répondu avec méfiance en dénonçant une bataille politique faite pour décrédibiliser ce parti qui est le parti de gauche le plus influent aujourd'hui. Dans le livre, je ne cite aucune organisation en particulier parce que pour moi, c'est important qu'on soit capable de dire ça pourrait être nous. Et donc, j'ai du mal, en fait, avec les exercices qui consistent à prendre une organisation et une personne et à dire voilà tout ce que cette personne a mal fait. Et moi, ça m'intéresse plus de regarder les mécanismes qui se reproduisent. Et je pense que l'erreur, en fait, sur La Meute, c'est que finalement, l'espèce de focus sur le fait que ce soit la France Insoumise, ça nous a empêché de regarder les mécanismes qui ont été mis en place et qui existent aussi dans d'autres endroits. Cela dit, je pense que la France Insoumise fait une erreur stratégique importante. C'est qu'en fait, la capacité à prendre en charge la critique permet qu'elle soit prise en charge par nous, camp de la gauche, plutôt qu'elle soit discutée par notre opposition. Et je pense que c'est gravissime justement de faire ça parce que ça crée des précédents. Et je pense qu'en général,
toute critique qui nous est faite, quand on la renvoie à « oui, mais c'est parce que c'est notre opposition, c'est parce qu'ils veulent nous abattre », nous reviendra le jour où on voudra combattre les oppressions dans le camp adverse. Donc le jour où on voudra dénoncer les violences sexistes et sexuelles dans les espaces de droite, on nous dira « ah mais oui, mais c'est juste une attaque politique ». Donc là, non seulement on ne fait pas la critique qui est importante, mais en plus on crée les conditions pour ne pas pouvoir critiquer les espaces dans lesquels il peut y avoir des choses extrêmement graves qui se passent. Et c'est la même chose sur les questions de fascisme ou de racisme. En fait, si on n'est pas capable de les prendre en charge dans nos espaces de gauche, on crée aussi les conditions pour qu'elles se perpétuent de manière complètement acceptable dans tout l'espace social. Donc pour moi, c'est une erreur à la fois stratégique et politique. Peut-être pour faire une réponse, mais un peu décalée de chercheuse et d'historienne, dire qu'en faisant ce livre sur un groupe maoïste dans les années 70, une des craintes des éditeurs notamment, c'est que ce soit perçu comme un livre niche qui portait juste sur un groupuscule de ce qui se passait à ce moment-là. Or, évidemment, quand on fait ce travail, j'avais le sentiment, et les réceptions, les retours que j'ai sur le livre vont dans le sens de ce sentiment, c'est qu'en fait, documenter les types de violences qui peuvent être produites au sein d'un dispositif militant, peu hiérarchisé, enfin en tout cas qui n'est pas institutionnalisé, qui est donc des milieux propices en fait à l'avènement de figures prophétiques. Disons que c'est un des moyens, j'espère que c'est une des contributions pour que donner des armes aux militants d'aujourd'hui. Je te rejoins complètement sur ce que tu dis, de l'importance, que moi aussi j'avais une énorme crainte que mon travail soit instrumentalisé par la droite et que les gens disent vous voyez où ça mène l'utopie, pour le dire vite. Et je vois que l'accueil dans les milieux militants qui a été fait du livre me donne espoir. Et je pense que du coup, sur la meute, c'est compliqué effectivement de répondre nationalement, mais on peut espérer, et pour connaître un certain nombre de militantes et des militants LFI dont je peux être proche, évidemment quand même qu'il y en a plein qui essayent de s'emparer dans les collectifs à la base de ces questions-là. Donc on espère que ça aura des effets. C'est la fin de cette émission en 2 épisodes sur les masculinités et les luttes de pouvoir à gauche. Merci à Julie Pagis et Sarah Durieux d'avoir répondu à toutes mes questions. Nous n'avons pas pu aborder tout ce qu'elles explorent dans leurs livres respectifs, alors je vous encourage vraiment à les lire. Le Prophète Rouge enquête sur la révolution, le charisme et la domination. Ça, c'est le livre de Julie Pagis, paru en 2024 chez La Découverte, dans l'excellente collection L'Envers des faits. Et pour Sarah Durieux, Militer à tout prix, pourquoi nos collectifs nous font mal et comment les soigner, publié chez Hors d'Atteinte en février 2025. Je précise que tout ce qu'on a décrit dans ces 2 entretiens, ça n'est pas du tout spécifique à la gauche, évidemment. Mais à l'heure où l'extrême droite s'empare de plus en plus des instances de pouvoir dans le monde entier, il me paraissait important de balayer devant notre propre porte, apprendre à mieux s'organiser pour faire face à l'offensive violente qui est déjà là. Et c'est en s'impliquant dans toutes ces orgas militantes qu'on parviendra à les faire changer. Alors, allez-y, prenez part aux initiatives locales près de chez vous, intégrez des collectifs ou des associations qui vous tiennent à cœur et syndiquez-vous. Pour aller plus loin après cette écoute, vous pouvez découvrir ou réécouter l'entretien que Victoire Tuaillon avait fait avec la militante et autrice Elsa Deck-Marceau dans Les couilles sur la table en 2023. L'épisode s'intitule « Nous faire justice, sortir de la justice punitive ». Et je vous recommande une dernière lecture que j'ai dévorée en préparant l'émission, « L'amour et la révolution » par Johanna Silva, publiée chez Textuel en 2024. Dans ce livre, elle raconte les années passées à travailler aux côtés de François Ruffin, avec qui elle a entretenu une situationship, une relation amoureuse aux contours flous, pendant 5 ans. Au fil d'un récit sincère, touchant et très bien écrit, elle raconte comment le charisme de cet homme, fondateur du journal Fakir devenu député, l'a à la fois porté dans une énergie militante prodigieuse, tout en la plongeant dans une relation de dépendance complètement déséquilibrée. On vous met cette référence et toutes les autres qu'on a citées dans l'article qui accompagne cet épisode. Le lien est en description. Si vous avez aimé ces 2 entretiens, n'hésitez pas à les partager autour de vous, à toutes les personnes à qui vous avez pensé en l'écoutant, et parlez-en sur les réseaux sociaux en nous taguant
Vous pouvez aussi laisser des commentaires sur votre plateforme d'écoute, vous abonner au podcast pour être averti des prochaines diffusions, et si vous le souhaitez, vous pouvez toujours nous écrire par mail à l'adresse lescouillessurlatable@binge.audio. Les Couilles sur la table, c'est un podcast créé par Victoire Tuaillon et produit par Binge Audio. Je m'appelle Naomi Titi, j'ai préparé, mené et monté cet entretien. Sébastien Gély s'est occupé de la prise de son, Paul Berthiaud de la réalisation, Marie Foulon était à la production et l'édition, Lise Niederkorn et Léna Fourgeot à la communication, Thomas Rozek est le rédac-chef. Merci à l'équipe du festival La Claque Podcast Party et tout particulièrement à Julien Kirsch de nous avoir accueillis si chaleureusement à Marseille. Merci au public présent et merci à vous pour votre écoute. Dans le prochain épisode, Talma Desta recevra l'anthropologue Alix Boireau et on ira voir ce qui se passe du côté des bandes de mecs qui partent en vacances. À très bientôt.